Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation, donc webinaire de la rentrée, webinaire de septembre, intitulé Prospective et nouvelles technologies, s'en inspirer pour innover. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Et donc notre mission chez LMT, c'est d'accompagner les projets d'innovation ou les projets en utilisant des méthodes innovantes, donc projets des entreprises. Et donc, pour participer à ces missions, nous organisons tous les deuxièmes mardis du mois un événement, donc soit en ligne comme ce matin avec ce webinaire, ou alors en présentiel dans nos locaux. Et donc, l'objectif de ces événements, c'est de tester, de parler, d'évoquer des sujets en lien avec l'innovation et les méthodes d'innovation pour donner des envies, donner des idées, donner des clés à nos participants et à nos participantes. Et donc ce matin, c'est Sandrine Hélène Trouillard qui va intervenir sur ce webinaire. Sandrine, je te laisse la main et je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Eh bien, merci Charles pour cette introduction. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, c'est parti pour ce premier webinaire de la rentrée. Et donc, on va parler aujourd'hui de prospective technologique. Et ma première question, c'est à votre avis, à quoi ça sert de faire de la prospective technologique? Donc, on a Sonia qui nous dit anticiper quelles technos vont impacter nos activités. Anne-Sophie, s'adapter aux tendances. Ok, tout à fait. Se projeter sur des futurs désirables, les anticiper. Déjà, moi, je distingue deux types de veille. Donc, ça faisait l'objet d'un webinaire, hein. Je vous remettrai, je vous ai remis à la fin les infos sur ce webinaire si vous souhaitez vous, vous former un peu plus. Donc, pour moi, il y a d'abord une première veille qui va être plutôt une veille ciblée. Donc, ça, c'est quand on a vraiment une recherche particulière, une technologie qu'on a en tête et sur laquelle on veut creuser en fait et mieux connaître cette technologie et savoir qui l'utilise, qui travaille dessus, ce genre de choses. Donc là, on va avoir des mots-clés précis autour de cette technologie qu'on va pouvoir utiliser dans différentes bases de données. Donc là, je vous les liste et je les cite rapidement, mais sur les brevets, pour moi, ça reste la première façon de regarder, une façon assez accessible de regarder les technologies, ça va être les bases de données de brevets. Donc, on a la base de données INPI en France. On a EspaceNet qui va être plutôt qui va être international. Et puis, le moteur de recherche de Google dédié au brevet qui va être aussi international. On peut consulter des articles scientifiques et techniques. Donc là, ce sont à nouveau différentes bases de données scientifiques dédiées qui peuvent être en français ou en anglais, certaines gratuites et d'autres payantes. Et là où on va vraiment être plus en amont que les brevets sur vraiment les articles scientifiques, techniques, tout ce qui va être de l'ordre de la recherche dans les laboratoires. Et un troisième axe qui pourrait être de consulter les moteurs de recherche spécialisés scientifiques. Donc, Google Scholar ou Semantic Scholar. Donc là, ce sont des sites qui nécessitent de faire des recherches avec des mots-clés en anglais et de bien maîtriser les termes techniques en anglais. La deuxième sorte de veille, ce sera plutôt la veille ouverte. Là, c'est plutôt dans le cas où vous n'avez pas d'idée précise de ce que vous recherchez. Donc, vous vous intéressez largement à plein de domaines différents et à la technologie en général. Et vous êtes, ouvert à l'écoute et envie de découvrir de nouvelles choses. Alors moi, ce que j'ai listé donc en premier lieu, ce serait de visiter des salons ou participer à des conférences inspirantes. Il y en a 2 qui sont les plus connus, donc ça va être à Paris Vivatech, qui a lieu tous les ans en juin. Un grand rassemblement de start-up et de grands comptes également qui vont présenter leurs nouveautés, les technologies sur lesquelles ils travaillent. Et puis, au niveau mondial, ça va être plutôt le CES à Las Vegas, où là, on a aussi énormément de start-up et d'entreprises qui vont présenter leurs nouveautés en termes de technologie. Plus en amont, on peut également visiter des laboratoires de recherche d'universités. Donc, plusieurs axes pour les approcher. Ça peut être soit d'échanger avec des ingénieurs filières des universités, parce qu'en fait, chaque université va avoir des ingénieurs filières dédiés. Donc là, c'est un peu du cas par cas.
avec une université proche de chez vous, par exemple, ou dans des domaines qui vous intéressent. Et vous avez également ce qu'on appelle les SATT. Les SAT, ce sont les sociétés d'accélération de technologie, qui ont pour mission de valoriser la recherche publique. Donc il y en a une dans chaque région de France. Pour la Bretagne et les Pays de la Loire, elle s'appelle Ouest Valorisation, et donc là, je vous ai remis le lien pour trouver, ils ont un petit catalogue en fait, de technologies, issues de leur, laboratoire qui sont transférables à des entreprises, et donc là, vous avez le lien si vous souhaitez aller, les consulter. Donc c'est un peu plus un format catalogue finalement qu'avec les ingénieurs filières où là, ça va être, des échanges, en direct. Vous pouvez également, suivre des experts, des références. Donc là, moi, je vous en ai mis 3 que je connais et que je suis. Donc Philippe, Cahen qui est prospectiviste. Lui, il a une chaîne YouTube sur laquelle, pardon, il va, donner un peu, les résultats de ses analyses, et les prospectives, qu'il peut faire. Et puis, 2 newsletters qui vont être dédiés aussi aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances de consommation également. Plus dans l'univers des startups, une référence importante, c'est, BPI France qui édite des mappings de startups. Donc, 2, 3 ou 4 fois par an, il y a différents mappings qui sortent sur des sujets, thématiques. Donc ici, un exemple, avec, la thématique santé et intelligence artificielle. Donc ils vont dresser un panorama des startups, françaises qui sont dédiées à ces sujets-là. Et donc on voit que le mapping, il est par, sous-thématique, et après on a le nom de l'entreprise et le lien vers le site internet. Donc il n'y a pas plus de détails que ça. C'est pas forcément non plus, ils le disent bien, exhaustif, puisque dans le monde des startups, ça va très vite. Il peut y en avoir des nouvelles et puis d'autres qui s'arrêtent, en cours de route. Mais ça permet aussi d'avoir un diaporama intéressant sur certaines thématiques. Et enfin, le dernier axe pour, avoir une veille ouverte, ce serait de participer à ce qu'on appelle des learning expeditions, donc des voyages de découverte dans d'autres pays, hein. Souvent, on parle souvent de learning expedition, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, mais ça peut être, sur d'autres, thématiques, par rapport à des lieux, qui sont assez en avance sur des sujets, sur, l'IoT ou ce genre de choses. Donc voilà, je ne sais pas si déjà il y a peut-être des réactions, par rapport à ça, mais c'était plus pour, vous donner quelques, outils, pour démarrer. Hem, tac, et juste, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je voulais refaire une petite précision, donc sur un parti pris. Donc aujourd'hui, on a choisi volontairement de faire un focus sur la technologie. Même si vous le savez, si vous êtes habitué de nos webinaires, nous, notre credo à LMT, c'est vraiment, d'expliquer que l'innovation, ce n'est pas que la technologie. Il y a aussi les innovations de services, il y a également tout ce qui va être, les innovations ou les solutions de type frugal ou low-tech. Tout ça, c'est quelque chose pour nous qui est important, qui est intéressant, mais aujourd'hui, on a pris, ce petit parti pris de quand même aller regarder ce qui se passe, du côté des technologies et de creuser un petit peu, ce domaine-là. L'objectif aussi, c'est pas de dresser une liste ou un panorama exhaustif, hein, parce que sinon, là, je pense qu'il faudrait, beaucoup plus de temps, donc une journée peut-être entière, de discussion, et là, ce serait vraiment, rébarbatif pour tout le monde. Donc je vais faire en sorte de vous présenter des choses que je trouve intéressantes, et également, un certain nombre de ressources où vous pourrez aller voir, et creuser par vous-même en fonction des domaines d'activité qui vous intéressent. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner de quoi vous inspirer, de prendre conscience de technologies qui sont émergentes et qui révolutionneront peut-être vos entreprises demain. Et on va continuer en jouant parce que vous savez que chez nous, dans nos webinaires, on aime bien un petit peu d'interaction, donc je vais vous faire jouer. Donc le petit jeu, c'est que je vais vous présenter des technologies et je vais vous demander, de me dire ce que vous en pensez. Donc la première technologie, c'est celle des NFT. Donc normalement, vous avez, un petit descriptif, sur votre smartphone. Donc, NFT, c'est l'abréviation de Non-Fungible Token, ou jeton non fongible en français. Il s'agit de biens numériques uniques dont les transactions se font en crypto-monnaie et qui s'échangent grâce à un protocole de chaîne de blocs, donc blockchain. Un jeton non fongible est souvent présenté comme un titre de propriété consigné dans un registre numérique public et décentralisé. J'espère
que c'est plus clair, peut-être vous connaissiez, ou sûrement peut-être même déjà. Et donc pour vous, cette technologie des NFT, vous trouvez que c'est surfait, cette technologie ne tient pas ses promesses, ou bien c'est tout simplement révolutionnaire, vous trouvez que c'est déjà obsolète comme technologie, ou bien que c'est encore au niveau expérimental, tout juste commercialisé, du côté des startups. Est-ce que c'est pour vous, c'est incontournable, les entreprises utilisatrices ne peuvent plus s'en passer, ou bien c'est prometteur, on commence à comprendre tout le potentiel qu'ils peuvent apporter? Ah, c'est assez, disparate. Donc on en a 5 qui pensent que c'est prometteur, on commence à comprendre tout le potentiel qu'ils peuvent apporter. 3 qui pensent que c'est surfait et que ça tient pas ses promesses, et 3 qui pensent que c'est encore expérimental, tout juste commercialisé. OK, super, merci pour vos réponses. Alors, hem on va continuer avec une deuxième technologie, la cryptographie post-quantique. Donc même question pour vous, est-ce que c'est surfait? C'est tout simplement révolutionnaire? C'est obsolète? C'est expérimental? C'est incontournable? Ou bien c'est prometteur? Donc sachant que la cryptographie post-quantique, c'est une branche de la cryptographie visant à garantir la sécurité de l'information face à un attaquant disposant d'un calculateur quantique. Alors oui, ce sont des termes, un peu complexes, mais on est sur la techno aujourd'hui. Donc, les calculateurs quantiques, en fait, vont permettre de rendre un petit peu obsolètes toutes nos barrières aujourd'hui, de cybersécurité. Donc il faut déjà avoir un temps d'avance et travailler sur une cryptographie qui va aller plus loin, et donc c'est la cryptographie post-quantique. Et donc là, c'est aussi partagé, mais il y a plutôt 2 réponses, hein, qui se détachent. Donc encore au niveau expérimental, tout juste commercialisé, en premier lieu pour 7 votes, et prometteur, on commence à comprendre tout le potentiel qu'elle peut apporter, pour 6 personnes. OK, hop. Alors, vous voyez que moi je vous donne pas ma version, hein, mais je vous la donnerai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Là, on continue à jouer. On va passer à la réalité virtuelle. Donc à Laval, c'est une technologie, que l'on connaît depuis quelques années. Donc même question, est-ce que c'est surfait? C'est révolutionnaire? C'est obsolète? C'est expérimental? C'est incontournable? Ou bien c'est prometteur? Et donc ce qui arrive en premier, c'est incontournable. Les entreprises utilisatrices ne peuvent plus s'en passer, et on a juste derrière prometteur et surfait. Cette techno ne tient pas ses promesses. Intéressant. Et enfin, la dernière, quatrième et dernière technologie que je vous propose, ce sont les véhicules autonomes. Pareil, pour vous, les véhicules autonomes, est-ce qu'ils sont surfaits, révolutionnaires, obsolètes, encore expérimentaux, incontournables ou prometteurs? Et là, voilà, c'est vraiment, ouais, là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de consensus, donc on va être plutôt au niveau expérimental, tout juste commercialisé. On a également prometteur et révolutionnaire qui se détachent juste derrière, et OK. Très bien. Eh bien, merci d'avoir joué le jeu. Je vais pouvoir, fermer, hop, ce petit sondage et revenir à ma présentation, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai fait jouer à ce petit jeu. Donc qu'est-ce qu'on retient finalement des questions que je viens de vous poser, de ces technologies que je vous ai présentées? Hem, donc c'est que toutes les technologies, en fait, n'ont pas la même maturité, que leur maturité, elle va finalement évoluer dans le temps, et ça a été théorisé par une entreprise américaine qui s'appelle Gartner, avec, ce qu'ils ont, une courbe qu'ils ont appelée le hype cycle. Donc à quoi ça ressemble, le hype cycle, ou cycle de vie des innovations en français? Donc ça ressemble à ça. C'est, une courbe qui dit en fait que toutes les technologies, à travers le temps, donc on voit qu'on a, l'abscisse en bas qui est le temps, et l'ordonnée, à gauche qui sont les attentes en fait, vont passer plus ou moins par les mêmes phases. Il va d'abord une première phase, quand on va être dans le lancement de la technologie,
On voit une première percée technologique, de la recherche et développement, des startups, des premières versions de produits. Là, on a une première phase de lancement des technologies et ensuite on va atteindre ce qu'on appelle un pic d'attente démesuré. Une fois qu'on a la presse commence à s'en emparer, on a une multiplication de fournisseurs, on a des premiers early adopters qui la testent et cetera et là, on se dit: «Waouh, cette technologie, elle est incroyable, on va pouvoir faire des choses complètement folles». Voilà, on a des attentes qui vont être, énormes à ce moment-là et après, on commence à avoir des premiers retours presse, négatifs et on va, passer dans une phase du gouffre des désillusions et là, finalement, on se dit: «Bah mince, l'intérêt faiblit, les startups ont du mal à délivrer, les investissements se poursuivent, mais on a des échecs, des boîtes qui ferment» et là, c'est un petit peu le gouffre des désillusions. C'est la belle technologie qu'on nous avait vendue, finalement, elle est pas si géniale. Là, il y a un gros revers, à la médaille. Et après, la technologie va passer dans ce qu'on appelle la rampe d'éclaircissement. Donc, on est sur les deuxième ou troisième générations de solutions et on s'accompagne de premières, compréhensions, vraiment on commence à bien comprendre ce que ça apporte, 20 à 30 de la cible client potentiel adopte la technologie. Hem, donc voilà, on est vraiment sur un éclaircissement et après on va être sur un plateau de productivité où enfin l'adoption, généralisée décolle. Les fournisseurs atteignent la viabilité, le marché se construit autour d'une technologie pertinente, et même mature. Et donc là, on voit un petit peu ce que j'ai voulu mettre dans mes questions, hein, les réponses que je vous ai proposées. Donc obsolète serait un peu plus loin encore à droite, après le plateau de productivité finalement. Donc une façon de représenter, ces différentes phases, elle est voilà, donc c'est un peu ce que je viens de vous dire à l'oral et vous l'aurez aussi à l'écrit si vous voulez, vous attarder un peu plus sur cette courbe. Et donc, voici un exemple, donc Gartner, qui a créé cette courbe, tous les ans édite, un leur courbe sur les technologies émergentes. Donc ici, vous avez, celle de 2023 où ils listent en fait, pour eux, les technologies à venir, où elles en sont, quand est-ce qu'elles vont être, matures et on voit que le plateau, ils font un petit peu, comment dire? Des prévisions sur, de combien de temps il faudra pour, atteindre le plateau pour ces différentes technologies. Donc certaines, comme ici, l'IA neuro-symbolique, alors me demandez pas trop de vous expliquer ce que c'est. Elle sera mature d'ici, plus de 10 ans. D'autres, par contre, vont aller beaucoup plus vite, dans 2 à 5 ans, voilà. Donc en 2023, là, il disait que l'IA générative, serait bientôt sur le plateau. Donc ils éditent un certain nombre de courbes qui peuvent être par secteur d'activité, par typologie d'innovation, donc c'est assez intéressant, hein, si vous voulez aller creuser ça. Hem, voilà et alors, oui et on voit aussi que certaines, ne vont pas forcément atteindre le plateau. Il peut se trouver obsolètes finalement avant et peuvent disparaître parce qu'elles peuvent être remplacées par d'autres technologies plus performantes qui vont apparaître, heu, entre-temps. Pas passer trop de temps là-dessus. Et là, je voulais vous montrer aussi une courbe, celle-ci, elle date de 2011, donc il y a 13 ans et on voit, certaines technologies qui sont, matures aujourd'hui, donc alors on avait à l'époque, hein, déjà le QR code qui arrivait sur le plateau de productivité, ou les app stores, je sais plus où elles étaient. Les mondes virtuels étaient dans le creux de désillusion. Et en phase de lancement, on retrouvait, où est-ce que c'est? Le questionnement en langage naturel ou bien l'internet, des objets. Voilà, on voyait l'internet des objets il y a 13 ans qui était encore, dans cette phase de lancement et puis aujourd'hui qui va être plutôt, sur une phase, par ici de plateau. Du coup, je vais revenir à notre petit jeu parce que vous n'avez pas eu, heu, la réponse, mais j'aime pas ce terme, peut-être un retour par rapport à ce que les technologies que je vous ai présentées. Donc par rapport à nos exemples de tout à l'heure, les NFT, qu'on a vus en premier, non fungible token,
eux, d'après ce qu'on voit dans la littérature, se trouveront encore dans le pic d'inflation. Donc là, on se dit, waouh, cette technologie, elle peut apporter vraiment des choses disruptives. Mais je pense qu'elle va très vite être dans la désillusion par rapport à ce qu'elle peut apporter. La cryptographie post-quantique, ça vous l'avez bien vu, hein, on est encore dans une phase de lancement. Voilà, c'est encore assez expérimental dans les laboratoires, quelques startups, mais c'est vraiment le lancement de cette technologie. La réalité virtuelle, elle se trouve un peu entre deux, en fonction des sources. Certains vont mettre sur le plateau de productivité, d'autres encore sur la rampe de lancement, mais on voit déjà que pour les entreprises qui l'utilisent, elle devient incontournable. Et les véhicules autonomes sont un peu là dans le creux de la vague, un peu voilà, dans les désillusions, mais ne devraient pas tarder à commencer à être sur le plateau. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu de théorie, l'idée c'est que je vais vous présenter des grandes familles de technologies émergentes qui sont encore dans la phase de lancement, donc vraiment dans le tout début de la courbe que je vous ai présentée, et donc qui seront sur un plateau dans 3, 5, 10 ans en fonction de voilà, ça dépend pour chacune, et ça vient tout juste d'être commercialisé le plus souvent par des startups. Donc d'abord, la première famille, c'est celle des interfaces, cerveau-machine, donc ICM en français ou bien, BCI, Brain Computer Interface en anglais. Donc les interfaces cerveau-machine mesurent l'activité cérébrale et la traduisent en commande pour un ordinateur ou un autre appareil, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler des machines et des appareils par la seule force de leur pensée. Donc l'idée, c'est de s'affranchir, de commandes, physiques. Donc la première interface cerveau-machine, c'est un projet qui a été développé par Clarté, qui est un centre de ressources en réalité virtuelle lavallois, et qui a développé avec des électrodes sèches, donc c'est-à-dire des électrodes qu'on pose sur la tête des personnes, un système qui permet de développer des interactions avec l'attention visuelle. Donc là, vous avez une petite vidéo qui présente un peu ça. Donc c'est déjà un projet qui date de quelques années. Donc ces électrodes mesurent l'électroencéphalogramme de l'utilisateur avec un casque de réalité augmentée. Et ça permet de développer de nouvelles interactions innovantes. Donc en particulier, ils ont étudié l'utilisation des clignements des yeux comme modalité pour une interaction, pour ne pas avoir à utiliser les mains. Parce que souvent, en réalité virtuelle, on utilise des joysticks et les mains. Donc là, ils ont cherché d'autres façons d'interagir. Et également l'utilisation de l'attention visuelle de l'utilisateur pour moduler et pouvoir changer d'interface, par exemple. Voilà, ça c'est un premier exemple. Hop, et le deuxième, effectivement, a été cité par Julien, c'est Neuralink. Donc là, c'est une autre technologie qui utilise les implants cérébraux. Donc Neuralink, c'est une start-up développée par Elon Musk, le fondateur également de Tesla. Ils ont développé un implant ainsi qu'une machine pour poser les implants. Et donc leur objectif, c'est de vouloir faire remarcher des patients paralysés, mais aussi rendre la vue aux aveugles et même guérir des maladies psychiatriques comme la dépression. Elon Musk ambitionne aussi de proposer son implant à tous pour permettre de mieux communiquer avec les ordinateurs. Donc cet implant, il est de la taille d'une pièce de monnaie qui a déjà été placée dans le cerveau d'un macaque qui a pu jouer à un jeu vidéo Pong sans manette ni clavier. Et le premier implant a été posé sur un patient humain cette année, en janvier, donc pour aller plus loin dans les tests cliniques. Donc bon, pas à revenir surtout, mais ce genre de projet fait l'objet de beaucoup de polémiques sur le bien-être animal, mais aussi sur l'éthique de la technologie et les questions politiques, bien sûr. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est vrai que ça questionne, ça pose question, ça c'est sûr. Donc ce sont voilà, 2 exemples que je voulais vous montrer. Ce sont bien sûr pas les premiers ni les seuls à travailler sur ces questions, mais je trouvais que c'était assez intéressant.
Deuxième grande famille, ce sont les nouvelles sources d'énergie. Donc, nous connaissons aujourd'hui bien l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne. Il faudra dans le futur compter avec d'autres sources d'énergie et je vous en présente plusieurs. La première, c'est l'énergie osmotique. Ici, on a l'exemple de l'entreprise bretonne Switch Energy qui produit de l'électricité grâce à la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau d'une rivière. Donc leur promesse, c'est que d'ici 2050, 15% de l'énergie française pourrait être produite dans les estuaires. Donc leur technologie, en fait, elle permet d'exploiter, j'essaie de vous expliquer comment ça marche, hein, très dans les grandes lignes, hein, l'énergie provenant de la différence de concentration en sel dans des courants d'eau douce et des courants d'eau de mer. Ils ont gagné pour ça un prix parmi 4000 startups, voilà, ils ont fait une levée de fonds de 25 millions d'euros. Donc l'eau de mer contient du sel qui renferme des ions et qui comporte même des électrons, ce qui fait de l'électricité. Ils ont développé une membrane qui permet de sélectionner les ions pour générer un courant ionique qu'ils transforment en courant électrique avec un système d'électrodes. Peut-être d'ici 2050, voilà, 15% de l'énergie française sera produite grâce à cette énergie osmotique. Une autre énergie, c'est l'énergie thermoacoustique. Le principe de la thermoacoustique, c'est un phénomène naturel complexe à la croisée de trois disciplines, la thermique, l'acoustique et la mécanique des fluides. Et donc cette start-up qui s'appelle Equium, qui est nantaise, a développé des pompes à chaleur thermoacoustiques. En gros, elle va utiliser l'énergie du son pour le chauffage ou la climatisation. Donc elle produit une onde sonore de très haute puissance qui permet de compresser un gaz et ainsi de créer de la chaleur. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ce domaine-là, les ondes sonores jouent le rôle du compresseur d'une pompe à chaleur classique. Donc c'est issu d'un laboratoire du CNRS. Donc les premières pompes à chaleur vont être commercialisées courant 2024 pour des applications B2C dans un premier temps. Également des sources de chaleur basse température. Donc là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer. En tout cas, cela représente plus de la moitié des sources de chaleur disponibles et leur potentiel est encore sous-exploité car les technologies actuelles sont trop chères, insuffisamment performantes ou pas adaptées aux multiples formes sous lesquelles ces sources sont disponibles. Donc toutes les sources d'énergie thermique, qui vont être ce qu'on appelle souvent aussi, hein, de la chaleur fatale, peuvent être valorisées et créer, une source d'énergie ou de chaleur, dans les entreprises. Je continue, puisqu'il est déjà, 40. Une 3e famille, ça va être tout ce qui est autour de la robotique, les véhicules autonomes et la cobotique. Donc le terme cobotique fait référence aux dispositifs dits de robotique collaborative ou encore de robotique interactive dans l'industrie ou dans le monde professionnel. Le principe du cobot, lui, consiste à faire interagir le système robotique avec les humains pour obtenir un comportement synergique afin d'assister l'homme dans une tâche ou une mission par des apports de puissance, de précision, de perception et ou de cognition. Un premier exemple, c'est dans la robotique pour la logistique, l'entreprise Exotech Solutions, qui est aussi une entreprise française. Donc vous avez une petite vidéo de présentation. Ils ont développé les Skypod Systems, c'est une flotte de robots pouvant se déplacer dans toutes les directions et atteindre une hauteur de 10 mètres. Donc il y a des entreprises comme Cdiscount par exemple, hein, des gros logisticiens qui utilisent ce genre d'installation. Donc les robots assistent l'homme et font la collecte des bacs dans les racks, pendant que les salariés, eux, vont rester dans une autre partie derrière, en fait, ce qu'on peut voir ici, là, ne vont pas être en contact direct avec les robots et n'ont plus qu'à prendre les différents objets qui ont été pris par les robots pour finir et expédier les commandes. Hop. À présent,
de la robotique pour l'agriculture avec l'entreprise Nayo Technologies. Donc ça, c'est une start-up en Occitanie, près de Toulouse, créée en 2011. Ils conçoivent et commercialisent des robots électriques agricoles capables de désherber mécaniquement les cultures, donc pour l'heure, les légumes et les vignobles, de façon autonome. Donc on voit sur la petite vidéo là que le robot passe entre les vignes pour désherber. Ils sont conçus pour assister les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin d'alléger la charge de travail et d'optimiser la rentabilité des exploitations tout en limitant l'impact environnemental. Pour ce qui est de la cobotique, voici un exemple que vous avez peut-être vu en juin, l'entreprise Wondercraft, qui est aussi une start-up française, hein. J'ai essayé de chercher les start-up de chez nous, qui a développé un exosquelette de marche en main libre, donc qui permet aux personnes paraplégiques de marcher en toute autonomie et donc de pouvoir conserver l'usage, enfin pouvoir utiliser leurs mains pour faire autre chose. Donc cette image, elle est tirée du relais de la flamme olympique. Un des salariés de cette entreprise a pu porter la flamme grâce à l'utilisation de ce cobo. L'usage aujourd'hui reste en premier lieu pour du B2C, du grand public, mais il laisse présager des applications intéressantes également pour les entreprises. Donc la famille suivante, c'est celle des nouveaux matériaux. Ici, c'est la start-up Lactips qui propose des nouveaux matériaux à base de protéines de lait et donc ce sont des polymères qu'ils développent à partir de protéines de lait, de caséine, start-up française également. Donc c'est 100 biosourcé et complètement biodégradable. C'est une alternative au plastique traditionnel. Ici, on a un exemple en fait d'application pour le traitement du linge à risque infectieux dans la filière des blanchisseries. Donc mis directement dans la machine, le sac avec les draps avec risque infectieux, le lien en fait qu'on peut voir ici est soluble et va disparaître totalement au contact de l'eau et libérer le linge du sac. Donc on voit que ça peut permettre des fonctionnalités intéressantes. Un autre nouveau matériau qui peut aussi remplacer les plastiques, et il va être celui-ci à base d'algues, et c'est développé par l'entreprise Eranova. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont transformer les algues vertes, donc qui sont aujourd'hui des sources de pollution et qui sont néfastes pour l'environnement, et ils vont les transformer en résine biosourcée. Donc ça, c'est une start-up créée en 2016 dans les Bouches-du-Rhône. Donc ils vont vraiment utiliser, hein, les algues échouées sur les plages, pour en refaire des ressources. Donc c'est ce qu'on peut aussi appeler de l'upcycling. Ils produisent 4 familles de résines biosourcées à faible impact carbone et qu'on peut utiliser dans des procédés industriels comme le soufflage, l'injection ou thermoformage. On peut en faire des plateaux repas, des emballages réutilisables, des bardages, etc. Et donc ici, on voit qu'on peut faire de cette résine un bouchon. Hop. La 5e famille va être sur la transformation des déchets. Donc, l'exemple qu'on vient de voir avec les algues vertes pourrait aussi être dans cette famille de transformation des déchets. Moi, j'avais un exemple que vous n'avez pas cité pour l'instant, qui s'appelle Néolith, et qui va utiliser la technologie de fossilisation accélérée. Donc en fait, ils vont traiter de manière durable des déchets ultimes, et ça, ce qui est intéressant, donc on a parlé tout à l'heure de captation de carbone, c'est qu'il va séquestrer plus de carbone qu'il n'en émet. Et ça permet de transformer des déchets non recyclables, non inertes et non dangereux en granulats qu'on pourra intégrer dans le BTP pour du béton non structurel, par exemple. C'est une alternative à l'enfouissement et à l'incinération qui permet de réduire l'empreinte carbone de la gestion des déchets. Tac. Hop. Et la dernière famille, je ne pouvais pas passer à côté, puisque vous savez qu'à Lavalmain Technopole,
Ça fait 5-6 ans qu'on s'intéresse au sujet de l'intelligence artificielle, la valorisation des données avec notre événement, le West Data Festival. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et c'est également une des technologies incontournables pour Gartner. On le voit beaucoup dans leurs courbes de technologie. Donc là, je vais pas vous présenter des IA génératives qui sont maintenant assez vues. Je vais faire un focus sur 2 choses. Premièrement, le développement informatique assisté par l'intelligence artificielle. Ici, c'est l'exemple de Cody de SourceGraph. Là, c'est une entreprise américaine. En fait, on estime que d'ici à 2028, 75% des ingénieurs logiciels d'entreprise utiliseront des assistants de codage en intelligence artificielle, par rapport à moins de 10% aujourd'hui. Donc voilà, d'ici 5 ans, il va y avoir un vrai shift dans le monde du codage. Et donc des technologies d'IA avec de l'intelligence artificielle générative et également du machine learning, aidant les ingénieurs logiciels à créer, tester et fournir des applications. Et le deuxième exemple porte sur l'intelligence artificielle causale. Donc en fait, l'intelligence artificielle causale enseigne aux machines à comprendre la cause et l'effet, puisqu'aujourd'hui, en fait, les intelligences artificielles génératives ne peuvent pas expliquer leurs choix. En fait, c'est de l'analyse, mais ils ne sont pas capables de regarder les causes à effet. Donc là, l'intelligence artificielle causale ira plus loin et pourra prédire et expliquer ses recommandations. Donc là, c'est l'entreprise Causalens, qui est une entreprise britannique créée en 2016 et qui se présente comme le leader en IA causale. Elle apporte déjà des conseils aux entreprises et peut répondre à des questions comme, par exemple, le comportement des clients évolue-t-il et a-t-il un impact sur le parcours d'achat? L'IA causale va identifier les causes sous-jacentes de ces changements de comportement et aider les détaillants à adapter efficacement leur stratégie de marketing, d'offres de produits, d'engagement des clients. Donc elle peut aussi aider à l'optimisation de la tarification et de la promotion pour les commerçants, par exemple. Donc voilà, on a vraiment une IA qui va aller plus loin par rapport à ça. Je vois que le temps file, il est déjà 52. Donc là, j'ai fait le tour des focus que je voulais faire sur des technologies que j'avais repérées, que je trouvais intéressantes. Et là, très rapidement, ce sont des panels d'autres technologies que je vous propose et que vous pourrez fouiller si cela vous intéresse. Un premier rapport que je trouve intéressant, qui est Technologies clés pour préparer l'industrie du futur, édité par la DGE, la Direction générale des entreprises. Donc c'est le rapport de 2020. Habituellement, ils en sortent un tous les 4 ans. Bon, celui de 2024 n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si ça signifie qu'ils ne vont pas en sortir, qu'ils ne vont pas le mettre à jour. Voilà. Donc, le plus récent, c'est celui-ci. Il recense 47 technologies clés dans 9 domaines d'application. Ces 47 technologies pouvant avoir des implications dans un ou plusieurs domaines. Donc là, je ne vais pas vous lister les 47. Certaines ont été vues précédemment et j'en ai listé encore quelques-unes que je trouve intéressantes. Donc les matériaux avancés et actifs, les capteurs, les réseaux électriques intelligents, les carburants de synthèse, les technologies de l'hydrogène, l'authentification forte pour la sécurité informatique, l'ingénierie génomique, les technologies diagnostiques rapides, la nanoélectronique, le recyclage des matériaux critiques et des terres rares, etc. Pour aller plus loin, je vous ai remis ici dans le support, mais ça c'est pour vous à la maison, les liens vers les différentes ressources que vous pourrez aller consulter. Donc, j'ai l'impression d'avoir été très vite, mais en même temps, il est déjà presque midi. Pour conclure, ce qu'on a vu ce matin, c'est que quel est l'intérêt de faire de la prospective technologique? Quelques conseils pour faire une veille dédiée à ce sujet. Je vous ai ensuite présenté le cycle de vie des innovations de Gartner, qui explique les différentes phases de maturité des technos, et je vous ai montré des angles de technologie qui me paraissaient intéressantes pour vous en 6 grandes catégories. Voilà, j'espère que chacune aura vu des choses qui pourront l'intéresser pour son activité
J'espère également avoir vu juste dans les technologies à suivre et peut-être, voilà, ça pourrait être sympa si un jour vous revenez me voir en me disant, bah, vous savez, vous m'aviez parlé il y a 10 ans de telle technologie émergente. Eh bien, aujourd'hui, je l'utilise au quotidien. Ça serait vraiment un super clin d'œil. En tout cas, j'espère que ça vous a inspiré. Merci beaucoup pour votre attention et peut-être avez-vous des questions que je n'ai pas vues passer dans le chat. Je peux également Alors, revenir sur une information ou un projet en particulier. on a une remarque de Xavier du coup qui dit qui remarque que tu n'as pas parlé de design fiction et il se demande si c'est prévu pour un autre webinaire. En fait, c'est un sujet qu'on a traité lors de notre dernière matinée de l'innovation en présentiel, où j'ai eu l'occasion d'animer un atelier qui utilisait le design fiction. Donc, pour dire rapidement ce que c'est à celles et ceux qui ne connaissent pas, donc c'est s'inspirer des technologies, de futurs utopiques et d'imaginer des futurs désirables concrètement, comment ça impliquerait notre vie de tous les jours, la vie de notre entreprise, pour aider à anticiper et à mettre en place des actions qui vont permettre à notre entreprise, à notre organisation de préparer petit à petit ces futurs désirables. Mais en effet, c'est un sujet qui est intéressant et en lien avec ce sujet des nouvelles technologies comme prospective. Alors ensuite, on a une question de Thierry qui se demande si il existe un classement des technologies émergentes en fonction du niveau de consommation énergétique qu'elles entraînent. On a vu tout à l'heure dans le chat, il y avait cette question un peu des questions énergétiques, en tout cas des consommations énergétiques de ces nouvelles technologies. Est-ce que tu sais si il y a un organisme qui les a regardées sur ce prisme-là? Alors moi, je n'en ai pas vu. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé cette information. Mais effectivement, on voit, hein, au cours de cette présentation, ça pose des questions, ces technologies, hein. C'est pour ça que j'ai voulu faire le parti pris, hein, de dire: «Voilà, on fait un focus techno», mais ça pose un certain nombre d'autres questions qui peuvent être effectivement sur la sobriété, la consommation énergétique ou la consommation, des ressources. Donc effectivement, ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais moi, dans mes recherches, je n'ai pas vu ce genre de classement, Thierry. Peut-être existe-t-il, sur des en tout cas, voilà, si je trouve, je t'en ferai part, mais moi perso, je n'ai pas trouvé. Donc Claire qui faisait un complément sur ton webinaire, du coup, qui est dans l'air du temps avec les sujets, les projets en tout cas qui sont en cours de labellisation par le pôle de compétitivité du numérique, donc les différentes technologies que tu as pu nous présenter. Donc il y a effectivement des entreprises qui travaillent sur ces sujets, qui sont en train de développer des projets. Tout à fait. D'ailleurs, bah, la 5G, je ne l'ai pas relistée, mais fait partie, bien sûr, des technologies clés, dans le rapport, de la DGE. Et donc, ah oui, Thierry disait: «C'est ce qui peut rendre certaines technologies prématurément obsolètes». Oui, tout à fait, certaines technologies, alors, parce qu'elles ne vont pas prendre en compte suffisamment, bah, les attentes clients, hein, qui vont être de plus en plus, vers de la sobriété, de l'usage de moins de ressources, matérielles, énergétiques et cetera, peuvent les rendre, effectivement obsolètes, puisque les clients vont s'en détourner en disant que, bah, non, ça ne convient pas à leurs attentes d'un point de vue, sobriété, utilisation de l'énergie. Peut-être Charlotte, si tu veux. Oui, tout à fait. Le prochain événement de notre programme des matinées webinaires de l'innovation, ce sera en présentiel pour une matinée de l'innovation et j'aurai l'occasion d'animer un atelier en intelligence collective pour vous montrer des exercices, des outils qui peuvent vous permettre de mettre l'intelligence collective au service de vos projets. Donc, on vous donne rendez-vous le mardi 8 octobre de 8h à 10h dans nos locaux à Laval. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent à cet événement. Bien, merci beaucoup Exceptionnel. tout le monde. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci Sandrine pour cette présentation intéressante. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne journée et je vous donne rendez-vous le 8 octobre pour notre prochaine matinée de l'innovation. À bientôt! Merci. Au revoir, à bientôt tout le monde. Hop, je ferme pour tout le monde. On